Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Les États-Unis, j'ai plutôt tendance à penser qu'on les a déjà perdus. En tout cas, sur ce cycle-là, ils sont entrés dans un cycle beaucoup plus isolationniste, ou alors leur regard porte plus loin vers la Chine. Et ce que nous voyons comme un conflit essentiel pour l'Europe, et peut-être pour la France, on peut en discuter plus tard, eh bien pour eux, ok, c'est important, mais ce n'est pas là que va se jouer leur survie en tant que nation, la première entre toutes les autres. Donc, il est largement temps que les Européens se saisissent de leur destinée. Et pour la France, finalement, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver? C'est brutal, mais est-ce que c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver? Dans la mesure où en France, vous l'avez peut-être remarqué, on a un vrai problème avec la puissance états-unienne. Parfois, on l'appelle hégémonique. Ça, c'est Hubert Védrine pour dire que, en fait, c'est excessif ce contrôle sur le monde qu'exercent les États-Unis. Et la France a quelque chose à faire entendre. Elle a une voix particulière. Elle ne veut pas être alignée sur les États-Unis. On dit souvent elle n'a pas toujours été. Non, elle ne l'a pas du tout été en permanence. Elle l'est dans certaines crises. Elle a su faire entendre des voix différentes. Mais il y a cette tendance en France très longue et qui produit parfois des pensées intéressantes, de dire qu'on ne doit pas s'aligner sur les États-Unis. La France doit être souveraine, on doit récupérer notre capacité industrielle, on doit s'alimenter en énergie en l'achetant, si possible, pas aux États-Unis. C'est comme ça qu'on a diversifié aussi avec la Russie. Et donc, puisqu'on a cette tendance de fond, si les élections américaines nous amènent un leader comme Donald Trump, qui sera sans doute plus isolationniste ou qui mènera une politique étrangère qui ne sera pas compatible avec nos objectifs, c'est peut-être le meilleur moment pour décider de prendre notre autonomie, en tout cas pour ceux qui considèrent qu'on l'a perdue. J'ai entendu, Elsa, un candidat à l'élection présidentielle américaine qui s'appelle Donald Trump et qui a dit que s'il était élu, la guerre en Ukraine s'arrêtait. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même Donald Trump, c'est le roi de l'annonce demain on rase gratis. Donc évidemment, la première chose qu'il dit, c'est ça, parce que il parle à un électorat qui d'abord ne veut plus de guerre, ce qui est une décision très sage. On en est tous d'accord. Personne ne veut la guerre dans l'électorat français non plus. Je crois même qu'en Russie, personne n'a souhaité la guerre à part une poignée d'hommes qui entourent Vladimir Poutine. Et même pour Vladimir Poutine, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, c'est-à-dire depuis le Covid. Donc, quand il dit ça à Trump, d'abord, il fait un effet d'annonce, c'est un grand commercial. Et deuxièmement, ce qu'il propose, et on a eu quand même des petites fuites qui nous ont aidés à comprendre, ce qu'il propose, c'est en fait ce qu'on a pratiqué depuis 30 ans et qui, à première vue, est une super bonne idée. C'est-à-dire, on va discuter avec les Russes, on va se mettre d'accord tous autour d'une table, et il doit y avoir des questions concrètes à partir desquelles on peut commencer à discuter pour élargir progressivement et trouver à la toute fin une solution politique durable. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans en réalité, parce que tout le monde a eu cette bonne idée. C'est la première qui saute aux yeux. Tout le monde considérait aussi parmi les leaders français qu'on avait trop à perdre par une guerre qui adviendrait à la frontière avec la Russie, et que le partenaire stratégique pour nous dans cet ancien espace qu'on n'arrive pas à nommer d'ailleurs, on dit toujours l'espace post-soviétique, on n'a pas de nom pour ces pays, ce qui est quand même un problème. Je pense que ça révèle vraiment qu'on n'arrive pas à les penser. Eh bien, on disait toujours, on va parler, le partenaire stratégique, c'est la Russie, on va se mettre d'accord avec la Russie. Et on a tellement intégré que la Russie est invincible, et puis qu'elle est très brutale, et qu'on ne pourra jamais l'affronter, qu'en réalité, on a toujours laissé aux Russes le soin de repartir dans ces négociations avec tout leur but de guerre. Et donc, on a cédé, en pensant à chaque fois faire œuvre de sagesse. Et en un sens, c'est vrai, mais c'est vrai si vous dealez avec des démocrates en face de vous. Et quand vous avez en face de vous, au contraire de démocrates, des dirigeants qui sont à la tête d'États qui se conçoivent comme des empires, ce qui a été notre cas il y a un certain temps, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, eh bien, de leur côté de la balance, ce qu'ils ont vu, c'est tout autre chose. De leur côté de la balance, c'est, pendant 30 ans, encore une fois, ça a commencé directement à partir de 1991 et de l'effondrement de l'URSS, ils ont vu des puissances qui s'empressaient de conclure des accords formels, qui ne s'appuyaient pas pour les rendre réels, et qui, en fait, n'avaient qu'une seule peur, c'est la confrontation directe. Voilà. Antoine, à quel point l'opinion publique américaine s'intéresse à ces enjeux? Est-ce que pour eux, la guerre en Ukraine, c'est un truc hyper lointain, qui les concerne pas trop? Alors nous, en France, ça nous excite, mais eux... J'en sais rien, c'est une idée que je me fais. Est-ce que je me trompe?
Oui, clairement, quand tu regardes quelles sont les motivations... On l'entend pas, non? Non, t'es puni. C'est maudit. Grésillant. Let's go. Quand on regarde les motivations du vote aux États-Unis et sur quels enjeux les électeurs américains vont choisir de voter soit pour Kamala Harris, soit pour Donald Trump, c'est clairement pas les sujets internationaux qui arrivent en tête de liste. Quand on regarde, et même assez surprenant, c'était d'ailleurs quand j'ai été coupé par les grésillements tout à l'heure, parce que en fait, quand on regarde de la France, on a l'impression que les élections américaines, elles se jouent uniquement sur les sujets culturels. Alors qu'en réalité, c'est plutôt les questions économiques, les questions de pouvoir d'achat, le fait que la vie est plus chère, qu'il y a des difficultés d'une partie énorme de la population américaine à boucler les fins de mois. Et c'est sur ça que se fait l'élection en grande partie. Comme chez nous, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, alors évidemment, les questions en Ukraine... Mais c'est vraiment pas ça qui va motiver les électeurs de Trump ou Harris à voter. Je rappelle les propos de Trump en 2020 qui avait dit à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, je cite, l'OTAN est mort, si une nouvelle guerre se déclenche en Europe, ne comptez pas sur nous. Parole d'un président des États-Unis en exercice, faut y aller quand même. Ludivine, quel est le pouvoir du président en matière précisément militaire? Je crois que le Sénat joue un rôle aussi, c'est pas... On a combien, là? 2 minutes. 2 heures. Non, c'est un système, ce qu'on avait commencé à expliquer tout à l'heure, c'est un système dans lequel on a du pouvoir qui est réparti. En fait, la Cour suprême aurait potentiellement aussi son mot à dire selon les situations, pour dire au président qu'il a le droit de faire ceci ou qu'il n'a pas le droit de faire cela. Ce qui est clair en termes de politique étrangère, c'est que l'impulsion appartient au président, mais que, comme on l'a dit tout à l'heure, le président sans congrès, ça devient plus compliqué. Notamment pour des questions de financement, même si, sur le plan des aspects internationaux, notamment, par exemple, quand on regarde la guerre en Ukraine, le président a une certaine marge de manœuvre. Il peut débloquer des fonds de manière discrétionnaire pour continuer à financer l'effort de guerre des Ukrainiens. Mais ces fonds ne sont pas illimités. Et quand on veut entrer en guerre, par exemple, alors là encore, guerre et guerre. On peut ergoter sur le vocabulaire. En théorie, le président lui-même ne peut pas déclarer une guerre ou entrer en guerre. Est-ce qu'il peut cesser les activités militaires tout seul? C'est compliqué quand même. Mais, encore une fois, le président, c'est un homme, c'est aussi un entourage. Oui. Et quand on pense à Donald Trump, en fait, la difficulté principale sur le plan des relations internationales, c'est l'imprévisibilité. Mais on rappelle effectivement que le président... T'entends pas. Ouais, je sais, mais ça va revenir, tu vois. Je doute pas que ça va revenir. Je ne doute absolument pas que ça va revenir. On ne doute pas que ça va revenir. Hein. Non, on n'en doute pas, non. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. J'espère que le micro va fonctionner dans la salle. Bon, de toutes les façons, les gens m'entendent sur le stream. Ah, incroyable. Les gens m'entendent sur le stream, et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'était que les États-Unis ne sont pas aujourd'hui sur le sol ukrainien en guerre contre la Russie. Donc, effectivement, le président américain ne peut pas, à lui tout seul, arrêter la guerre. En revanche, la guerre en Ukraine dépend en grande partie du financement et des livraisons de matériel qui viennent en partie des États-Unis et en grande partie des États-Unis. Un petit peu de la France et du reste des pays européens. On parle souvent beaucoup plus d'ailleurs de ce que la France envoie ou n'envoie pas, et on ne regarde pas en fait l'éléphant dans la pièce, qui est la quantité astronomique de matériel qui est envoyé par les États-Unis. Ah oui, en termes d'aide économique en tout cas et militaire aussi, si on la valorise, les États-Unis sont définitivement le plus grand soutien de l'Ukraine, mais ils sont suivis juste derrière, et ça ne va pas faire plaisir aux Français, par l'Allemagne en réalité, qui elle a fait un pivot complet par rapport à sa position historique. Elle a décidé d'abandonner son pacifisme hérité de la Seconde Guerre mondiale pour se réarmer et accepter d'être dans des dépenses militaires importantes. Le dernier hic étant que depuis cette année, les dépenses vont bénéficier à l'Allemagne pour son propre réarmement et non plus à l'Ukraine pour sa défense. Tu parlais tout à l'heure de la France. D'ailleurs, la France a adopté l'année dernière un projet de loi de programmation militaire en grande progression. La France dépense de plus en plus dans son armée,
conformément à ce qu'a voulu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que je voulais dire, Julien, est-ce que démocrates et républicains ont des doctrines différentes sur les questions internationales, ou est-ce qu'il y a un intérêt supérieur américain qui se retrouve ? Et en réalité, ils n'ont pas une politique internationale si différente que ça. On aime bien, depuis l'Europe, voir quelque chose qui serait les bons démocrates, les mauvais républicains sur les questions internationales. Mais en réalité, il ne faut pas s'attendre, si demain Kamala Harris devait l'emporter, à un changement très important de politique étrangère, y compris au Proche-Orient, on va peut-être en parler un peu après. Mais en revanche, ils peuvent envoyer des signaux différents, notamment à l'Europe. C'est-à-dire que si demain Donald Trump devait l'emporter, il est certain que cela renforcerait notamment, par exemple, des régimes illibéraux en Europe. Aujourd'hui, Viktor Orban, par exemple, est assez marginalisé au sein de l'Union européenne. Si demain Donald Trump devait l'emporter, il est évident que la voix de Viktor Orban porterait bien davantage parce qu'il se sentirait soutenu par les actions américaines. Ça va être dans ces dimensions-là où on va pouvoir avoir des différences notables. Mais il n'y a pas les bellicistes d'un côté contre les isolationnistes de l'autre. C'est pas aussi simple, aussi binaire que ça. Alors on a aussi un enjeu, nous, en Europe, c'est le soutien aux démocraties illibérales. C'est-à-dire que Donald Trump ne cache pas son amitié pour un Viktor Orban, pour une Mélanie. Marine Le Pen, à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il ait déjà prononcé son nom. Je crois qu'elle est déjà. Je crois qu'elle avait essayé de le rencontrer à la Trump Tower à New York il y a plusieurs années maintenant. Mais ça pourrait venir. D'une part, ça pourrait venir. Elsa. D'autre part, effectivement, on a parlé d'un homme qui a un phénomène vraiment très intéressant qui s'appelle Viktor Orban. Donc, bien sûr, il est connu pour ses positions plutôt autoritaires, pour son opposition à toutes les questions LGBT, aux droits des minorités. Et puis, il s'est fait connaître en étant finalement celui qui pourfend les démocraties ouvertes et qui s'en prend souvent à cette ONG américaine fondée par George Soros, qui s'appelle Open Democracy Foundation aujourd'hui. Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, il a commencé comme un militant de cette ONG-là. Orban ? Orban. Sérieux ? Il s'est fait connaître d'abord comme un militant libéral. Et puis, il a retourné sa veste quand il s'est rendu compte qu'elle était doublée en vison. Et que c'est beaucoup plus rentable de se faire une carrière et de se faire connaître en étant l'ami et le promoteur des valeurs traditionnelles, entre guillemets. Et là, vous l'avez peut-être suivi, il y a eu des élections en Géorgie et en Moldavie, et Orban s'est précipité en Géorgie pour soutenir finalement l'élection du parti qui s'appelle Rêve géorgien, qui est complètement tenu par un oligarque, c'est un terme un peu dévoyé, mais bon, par un homme d'affaires géorgien qui tient complètement le pays et qui tient sa fortune de Moscou. Et donc, il s'est précipité pour le féliciter et dire à quel point il pensait que c'était, le parti de la paix, 2, qu'avec l'entrée de la Géorgie pro-russe dans l'Europe, il s'attendait à avoir de plus en plus d'alliés pour changer l'Union européenne de l'intérieur. Et c'est là, finalement, qu'est le double piège. Soit nous rejetons les pays qui deviennent illibéraux et ils tomberont dans l'escarcelle russe qui leur dira, vous voyez, en fait, finalement, vous n'êtes pas vraiment assez bien pour les Européens qui vous méprisent. Soit nous les laissons rentrer et leur tentative, ce sera d'essayer de faire exploser l'UE de l'intérieur. Antoine, à propos de cette explosion de l'UE de l'intérieur, j'ai l'impression que nous, en Europe, on considère que, effectivement, les démocrates, c'est les gentils et Trump, il est fou. Est-ce que c'est effectivement ce qu'on constate dans l'opinion publique européenne, ou est-ce qu'il y a un Trumpisme qui est là, qui dort, il y a une radicalité à droite C'est assez différent en fonction des pays européens. Tu vois que plutôt en Europe de l'Ouest, il y a un soutien assez extrêmement majoritaire pour Kamala Harris par rapport à Donald Trump. Alors que dans les pays d'Europe centrale, là on est plutôt sur des chiffres inverses et il y a un soutien beaucoup plus important pour Donald Trump. Mais globalement, ce que tu vois, et ce que disait Julien aussi est extrêmement vrai, c'est qu'on a un peu l'impression des fois d'avoir des débats tronqués en disant les républicains méchants sur la scène internationale et les démocrates qui sont gentils, mais sur pas mal de sujets de politique internationale, il n'y a pas forcément tant de différence que ça. Et ce qui nous parvient des États-Unis, c'est souvent les petites phrases de Donald Trump. Et les petites phrases de Donald Trump, on donne l'impression qu'il est complètement fou furieux. Et il l'est complètement dans sa communication et dans la façon de s'adresser aux gens. Mais néanmoins, dans la politique qui est mise en place derrière, c'est pas non plus complètement la même chose. Donc, il y a des différences entre les deux, mais en politique internationale, c'est des différences qui, de mon point de vue, sont beaucoup moins marquées que ce qu'on a tendance à dire et que ce qu'on a tendance à entendre. Namou, est-ce que culturellement aussi on voit un impact de la position américaine en Europe ? C'est quelque chose qui compte ?
Bien sûr, je pense que au niveau culturel, il y a un enjeu énorme. Au niveau, par exemple, du soft power américain, ça peut changer beaucoup de choses parce qu'un Trump président, c'est tout de suite... il y a une image de la montée du populisme et donc ça fait écho avec la montée du populisme dans beaucoup de pays européens et donc ça conforte cette place-là. Mais il en est où le soft power américain ? Parce qu'il y a un côté, je veux dire, post-chute du mur de Berlin, ok. Ouais. D'accord, il y a une période, il y a un moment, effectivement, l'Amérique toute puissante, l'Amérique fantastique. J'ai grandi dans ce bain culturel-là. Les groupes de rock que j'écoutais, ils étaient californiens. Le cinéma que j'adorais, il était californien, il était hollywoodien, etc. Donc j'ai parfaitement conscience de ça. En 2024, est-ce que l'Amérique fait encore rêver ? Ou est-ce qu'il y a un côté, je sais pas, Amérique qui se délite, qui fait moins rêver qu'avant ? Ou alors c'est moi qui ai vieilli ? Justement, je pense que comme on a cette image de cette Amérique de plus en plus fracturée, ça donne beaucoup moins envie. On a aussi un positionnement beaucoup plus critique par rapport notamment au cinéma américain, à post-MeToo, mais aussi tout ce qui est le western américain, ces contes qu'on a un peu magnifiés et qui aujourd'hui sont regardés de manière beaucoup plus critique parce que le western américain, c'est l'extermination des Indiens, des natifs américains. Donc forcément, les gens sont beaucoup plus méfiants et surtout qu'il y a d'autres soft power qui émergent à travers le monde. Je pense notamment à la Corée du Sud, au Japon. Enfin voilà, l'Amérique n'a plus cette place de soft power toute puissante hégémonique. Julien, t'en penses quoi ? Parce que est-ce que l'Amérique n'est pas contestée, y compris en Amérique ? Je parle du wokisme, évidemment. Il va falloir qu'on en parle un moment dans cette soirée. Mais oui, ça a été l'un des objets du débat présidentiel américain, cette critique radicale du soft power américain aux États-Unis. Oui, bien sûr. Non, il y a une grande remise en question, y compris aux États-Unis, des fondements même du rêve américain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, de la part notamment de la gauche et de la jeunesse, une reconnaissance que ce rêve américain s'est construit sur plusieurs mensonges, l'extermination des Amérindiens, le racisme et l'appropriation du corps des Noirs, et que la puissance américaine n'aurait pas été rendue possible sans ces mensonges sur lesquels s'est construite la nation américaine. Pour autant, il y a quand même toujours un soft power américain qui reste très important. Je veux dire par là que les jeunes du monde entier rêvent encore plus largement d'aller étudier et grandir aux États-Unis que d'aller étudier et grandir en Chine. Il y a encore une puissance par la capacité d'innovation. On parlera peut-être d'Elon Musk tout à l'heure, mais la démonstration de force qui a été le lancement il y a quelques semaines de la fusée de Musk et son rattrapage a été quand même quelque chose qui n'est possible soit techniquement, mais surtout d'un point de vue du spectacle, qui n'est possible que aux États-Unis. Donc il y a encore une mise en spectacle de l'attractivité américaine, de l'entertainment américain, et que d'une certaine façon, l'autocritique participe d'une forme de glorification. C'est-à-dire que parce que nous sommes capables de nous autocritiquer, nous sommes encore cette nation qui est prédominante, cette nation... C'est-à-dire que l'autocritique fait elle-même partie du soft power au bout d'un moment. C'est un peu le paradoxe du truc, mais pourquoi pas ? Enfin, oui. C'est la nation sur la colline, c'est Black Lives Matter. Il y a quand même encore quelque chose qui fait que l'Amérique se regarde dans son propre miroir et surtout renvoie son reflet au reste du monde. On est encore, et on en parle ce soir, si on est réunis ici ce soir pour parler d'une élection américaine, on ne serait peut-être pas réunis autour de cette scène pour parler d'une élection allemande, pour parler d'une élection chinoise. Alors chinoise, ça va être compliqué, mais on va essayer, je vous jure qu'on va essayer. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même encore non seulement une fascination, mais une reconnaissance de l'hégémonie, ou en tout cas de la prédominance américaine sur tout un nombre de sujets. Et tu ne penses pas quand même que la crise de 2008 a mis un peu un coup de frein à ce regard que des Européens pouvaient avoir sur les États-Unis, en montrant que justement le modèle économique états-unien basé sur le capitalisme, le libéralisme, c'était quand même à l'origine de pas mal de problématiques, et notamment des problématiques de crise, d'inégalité, etc. C'est pour avoir ton avis sur ce point. Il y a eu en tout cas, en effet, une remise en cause de ce capitalisme financier, mais le fait est que l'économie américaine aujourd'hui, on parlera peut-être des inégalités, de la façon dont la croissance va ensuite être redistribuée, mais l'économie américaine est plus forte et plus dynamique et plus
est plus innovante que l'économie européenne. Donc il y a encore de ce point de vue-là, une attractivité différente entre les États-Unis et l'Europe en termes d'investissement et d'innovation. Donc même s'il y a en effet une critique qui va être de plus en plus forte des fondements de cette croissance économique, il y a toujours un moteur économique en Occident qui reste le moteur américain. Elsa, est-ce que Joe Biden a réussi à modifier le positionnement et l'image de l'Amérique par rapport à Joe Biden, par rapport à celui de l'autre, l'orange là, Donald Trump. Oui, par rapport à l'orange. Je commence à fatiguer déjà. Joe Biden, c'est vraiment... tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais grandi avec du rock américain, du cinéma américain, etc. Joe Biden, c'est vraiment le président américain de cette période. Et en fait, il est arrivé à sa présidence beaucoup trop tard pour lui. C'est un homme de la guerre froide. Pur produit de la guerre froide, démocrate, c'est-à-dire plutôt dans la confrontation avec l'Union soviétique à l'époque et la Russie aujourd'hui. Donc plutôt la tradition de on va vraiment faire front, mais à cette exception qu'il reste terrorisé par l'horizon nucléaire, l'apocalypse nucléaire avec la Russie, hérité de sa période au pouvoir, parce que c'est un politicien qui est en fait dans les arcanes du pouvoir depuis très longtemps, Joe Biden. Et pour lui, il a intégré cette inhibition que toute confrontation avec l'URSS qu'il reporte sur la Russie, ça signifie cette vieille doctrine nucléaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait la destruction mutuelle assurée, et qui a donné lieu à pas mal de films aussi, de poursuites avec des sous-marins nucléaires. Bon, la pop culture des années 80-90 est remplie, saturée de cette confrontation. Joe Biden, c'est cet homme-là. Et effectivement, Trump, il a quelque chose de presque rafraîchissant, ça m'ennuie de dire ça, mais il approche ces situations-là en faisant sauter tous les cadres idéologiques. En quelque sorte, il est peut-être plus prêt pour le monde de maintenant et moins prisonnier. Vraiment, Joe Biden est vraiment vieux. Oui, non, mais c'est intéressant, c'est pas seulement vieux d'âge, c'est vieux dans sa tête. Sa vision. Ouais. Alors après, Vladimir Poutine, il est aussi l'héritier de cette pensée de la guerre froide. Il continue quelque chose qui a été commencé dans les années 90, c'est-à-dire les dirigeants russes, ont perdu l'empire, en fait. Et là, ils sont dans une dynamique de reconquête, ce que nous, on n'a pas nécessairement à l'esprit, parce que nous, on a perdu notre empire, point. Volontairement un peu aussi. Oui. En partie, oui. En partie, enfin... On l'a perdu, point, on l'a pas retrouvé. Bon, il y a des nostalgiques chez nous, ok. Mais les dirigeants russes, il faut vraiment faire le distinguo. Les dirigeants russes, ils sont encore dans ce rêve d'empire. Donc, ça pouvait peut-être servir d'avoir Biden au sens où il est acculturé à cette grammaire et en même temps, il a les freins de cette grammaire. Et Trump ne les a pas. C'est vrai. Et paradoxalement, la première présidence Trump, et je ne veux pas dire par là que ce serait pareil maintenant, parce que désormais, il est quand même beaucoup plus cornaqué par des idéologues, mais la première présidence Trump en matière de politique étrangère, ça n'a pas du tout été une catastrophe. Je veux dire, il est le premier à avoir donné des missiles de longue portée à l'Ukraine, il n'a pas commencé de guerre avec l'Irak, bon, voilà. Il y a eu, les démocrates nous ont parfois fait des catastrophes aussi, donc il y a... Effectivement, il n'y a pas de nécessité de dire les démocrates sont bien, les républicains sont des gens mauvais dans l'espace international, mais on a effectivement, depuis Paris, beaucoup plus d'affinités avec des gens de la côte Est qui se présentent comme des intellectuels et qui nous demandent et qui promeuvent le fait de faire preuve de raison, évidemment. Merci beaucoup, Elsa Vidal. Je rappelle que tu es la rédactrice en chef du service en langue russe de RFI et j'annonce que tu vas dédicacer ton livre à partir de 22h45 ici au Théâtre de la Concorde à Paris. Oui, petit spoiler, les Russes et les Ukrainiens qui vivent aux États-Unis votent Trump. Intéressant. On les a interviewés à New York, à Little Odessa et à Brighton Beach et ils votent Trump, tous. C'est hyper intéressant. Ça va animer nos réflexions, à retrouver sans doute sur le site d'RFI. Merci beaucoup, Elsa.